Je suis médecin généraliste, professeur à Paris d'Hydro. Je n'ai pas de conflit d'intérêts, mais la question qui se pose à l'écoute des différentes communications qu'on a, c'est est-ce qu'on a un intérêt à avoir des conflits ? Et on a commencé par Rémi qui nous dit que ce qu'on fait depuis 20 ans ou 30 ans est complètement, en tout cas, sujet à caution. Et Sylvie qui nous dit de manière très impertinente, vous savez, ce qu'on apprend à la fac, c'est pas toujours vrai. C'est quand même intéressant. La problématique du travail que je vous présente ici, c'est au cœur de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il s'agit d'explorer les choses importantes, évidentes, dont on ne parle pas, comme si elles étaient évidentes et qu'elles ne nécessitaient pas qu'on en parle. Alors, comment on avance là-dessus? C'est ici. Alors, un point quand même intéressant sur la publication, alors je ne sais plus du tout où je suis, c'est que cet article a été présenté le 7 décembre, il a été accepté le 5 février, c'est-à-dire en 3 mois, très rapide. Il a été publié 1 an plus tard, mais je veux dire que je trouvais intéressant qu'il ait accepté si vite. Alors, la notion de conflit d'équipe, elle est connue. On sait que ça diminue les performances, que ça diminue la satisfaction des personnes qui sont impliquées dans ces conflits et que ça peut favoriser les erreurs. Notre propos, c'était d'explorer ce qui se passe lorsque l'interne qui travaille avec nous, soit dans nos cabinets, soit dans un service hospitalier, n'est pas d'accord avec ce que fait son senior. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les retentissements sur la pratique concrète par rapport au patient qui est soigné à ce moment-là, et quels sont les retentissements sur le développement professionnel de l'interne. Ça arrive assez souvent, puisque vous voyez que dans certaines études, on voit qu'un quart des résidents disent avoir été amenés à pratiquer des actes considérés comme immoraux ou inacceptables. C'est encore pire que les désaccords. Ça fait aussi partie de ce dont je vais vous parler tout de suite après, c'est-à-dire le curriculum implicite, hidden curriculum, les choses dont on ne parle pas. Et les choses dont on ne parle pas, c'est aussi la maltraitance. Obliger quelqu'un à faire quelque chose qui choque son éthique, ça s'appelle de la maltraitance et ça fait partie, effectivement, peut-être pas du hidden curriculum, mais des choses dont on a du mal à parler parce qu'on comprend qu'elles sont difficiles, et notamment la dégradation des valeurs qui est proportionnelle à l'augmentation du stress lié aux mauvaises conditions de travail. Et ça, effectivement, ça a un impact sur les patients, bien entendu, mais aussi sur le développement professionnel des internes, qui sont les futurs médecins et qui sont amenés à soigner eux-mêmes des patients. L'objectif, c'était donc de trouver la place de ces désaccords dans la maturation professionnelle. Comment ce désaccord vient s'inscrire dans la trajectoire de développement du devenir médecin de l'interne, comment il en fait quelque chose soit d'utile, soit de péjoratif, et comment il se positionne vis-à-vis de ça. La question de recherche, c'était donc d'analyser des désaccords entre des internes de médecine générale et leurs maîtres de stage uniquement par rapport à la prise en charge des patients. Il ne s'agissait pas d'avoir des désaccords sur d'autres questions. Comment c'était géré et quels étaient les retentissements? On a utilisé une méthode qualitative avec des focus group, l'objectif étant de rapporter une situation précise où vous avez été en désaccord avec l'un de vos médecins référents sur la prise en charge d'un patient. Il fallait décrire, dire comment c'était vécu, comment ça avait été géré, quelles étaient les conséquences. Donc ce travail a été mené auprès au total de 26 internes de médecine générale à partir du 3e semestre. Alors nous avons demandé des internes qui étaient à partir du 3e semestre, mais vous verrez que nous avons peut-être eu tort. Nous avons donc analysé 37 désaccords. Dans ces 37 désaccords, il y en a 18 qui sont en rapport avec un problème d'identité, avec un conflit d'identité, 10 pour l'interne, 8 pour le senior. Surtout sont apparus des désaccords concernant des patients soit très fragiles, soit en fin de vie, dans 25% des cas. Et dans presque tous les cas, l'interne se plaint du fait que son senior pratique des soins qu'il juge trop agressifs. Et puis 2 situations particulières qu'on veut bien comprendre, c'est les urgences bien entendu et la pratique ambulatoire qui nous intéresse, avec des désaccords qui sont spécifiques bien sûr à la pratique ambulatoire. Alors la répartition des désaccords selon le lieu du stage, vous voyez que bon, il y en a beaucoup bien sûr à l'hôpital parce que l'interne passe beaucoup de temps à l'hôpital, mais sinon c'est bien réparti. Et puis surtout, c'est ça qui est intéressant, on va y revenir tout à l'heure dans la discussion, c'est que la moitié des désaccords ont lieu durant la première année des internes. J'y reviendrai bien sûr tout à l'heure. Motif primaire du désaccord, alors c'est très varié, mais bien sûr, le traitement et la prise en charge du patient, surveillance, hospitalisation, demande d'avis de spécialiste, et puis les examens complémentaires refusés par le senior, ou alors prescrits par le senior, mais avec lesquels l'interne n'est pas d'accord. Qui décide de la prise en charge? Une fois qu'on n'est pas d'accord,
qui décide finalement? Vous voyez que c'est réparti à peu près par moitié. La prise en charge effective du patient est celle décidée par le senior, dans 19% des cas, et dans 13% des cas, l'interne se plie à la décision de son senior, mais dans d'autres cas, il se passe d'autres choses. Et dans les cas où c'est la prise en charge de l'interne qui est décidée, vous voyez que soit l'interne arrive à convaincre son senior, soit finalement le senior, il laisse faire, et il y a même des cas où l'interne, comment est-ce possible, désobéit au senior, voire même va chercher de l'aide auprès d'un autre senior. Les stratégies de gestion, le senior, souvent, il veut argumenter, il dit que c'est quand même lui le patron. Parfois, il y a un cas d'humiliation, un cas, mais c'est quand même significatif, et puis des cas d'autonomisation de l'interne. Souvent, du point de vue de l'interne, il n'exprime pas son désaccord dans 4 cas. Dans 8 cas, finalement, il va chercher quelqu'un d'autre, il essaie de convaincre, et parfois, on va chercher l'ensemble de l'équipe pour essayer de diluer un peu la décision, et puis l'interne, après, a envie d'en parler. Et ce n'est pas le cas du senior. Les internes, soit évitent de parler du désaccord, soit ils sont l'accomodent en disant c'est comme ça, soit ils vont chercher à faire des compromis. Par contre, les seniors, eux, ils évitent. Dans notre étude, bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai, mais ils évitent et c'est efficace dans l'immédiat, mais sur le long terme, le moyen terme, peut-être pas, parce que ça fait quelque chose qui reste dans la relation, en tout cas, entre l'interne et le senior, et puis dans la formation de l'interne dans son développement. Les conséquences, le sentiment prédominant de l'interne, c'est un manque de considération, frustration, colère, inquiétude, stress, peur de décevoir, de ne plus avoir la confiance du senior, et puis parfois une remise en question du senior. Alors, juste le truc, là, dans la majorité des cas, il n'y a pas de retentissement sur le patient, mais il peut y en avoir, voilà. Il peut y en avoir quand même. Alors, elle n'a pas argumenté sa réponse, elle m'a dit on s'en fout. Après tout, c'est lui qui est responsable. Je n'ai pas à m'impliquer émotionnellement. J'ai fait ce qu'il m'a dit, mais peut-être que j'aurais dû me faire plus confiance. Je ne voulais plus être de garde avec celui-là, parce que, avec ce qu'il m'avait fait, j'avais comme une vengeance possible, et je ne laisserais pas passer l'occasion. J'avais l'impression que j'avais prouvé quelque chose, ça c'est un interne qui argumente, et qu'elle avait plus confiance en moi. C'est l'épisode qui a fait la réaction, il y a quelque chose qui s'est créé. C'est un événement important pour l'interne dans son cursus, et pour cet interne avec ce senior-là, et la façon de le gérer est déterminante sur la relation qu'ils vont avoir après. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est quels étaient les facteurs susceptibles de faire évoluer un désaccord en conflit, quelque chose de plus important. Et puis, donc vous voyez, alors l'un des facteurs, c'est le fait d'être sous-estimé par rapport à ses compétences cliniques pour l'interne, un sentiment d'un manque d'implication du senior dans les soins, et une divergence, donc on a parlé des patients fragiles en fin de vie, sentiment par l'interne d'un non-respect des recommandations de bonne pratique, d'assister à une prescription de complaisance, et puis un sentiment de manque d'autonomie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la moitié des désaccords ont lieu en première année, alors que nous n'avions pas d'interne en première année. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est là que ça se passe, ou c'est de ces désaccords dont on se rappelle plus volontiers? En tout cas, c'est intéressant de constater qu'il y avait surtout des désaccords, alors que notre population, ils avaient plus de 3e semestre, mais il y avait des internes qui étaient en 5 et 6e semestre, voire plus. C'est les internes qui ont choisi les désaccords, donc on peut supposer que probablement ils ont choisi des désaccords où ils avaient raison. Dans la moitié des cas, on ne sait pas. Et il y a quand même quelques cas où l'interne dit j'ai eu un désaccord, mais finalement, c'est le senior qui avait raison. Il y a plus de conflits que de désaccords, donc des choses beaucoup plus fortes. Bien sûr, la question de recherche peut faciliter ça, puisqu'on nous demande un désaccord, on va rapporter quelque chose qui a du poids. Et puis, bien sûr, dans notre étude, on n'a pas pris en compte le point de vue des seniors. Alors, les conflits insolubles, c'est la notion de la cascade de Northrop qui a travaillé sur qu'est-ce qui fait qu'un conflit va s'autonomiser et devenir de plus en plus compliqué, où on va finir par oublier pourquoi on avait le conflit, mais on va institutionnaliser le conflit. On remarque aussi que le conflit relationnel a plus de retentissement qu'un désaccord concernant une tâche, que les internes qui ne se socialisent pas avec leur chef ont beaucoup plus d'insatisfaction, et que ceux qui ne peuvent pas faire appel à leur chef éprouvent 5 fois plus d'insatisfaction. Comment est-il possible qu'un interne puisse ne pas faire appel à son chef? Je vous livre la question et j'attends une réponse univoque. Les perspectives, c'est une expression réfléchie et constructive d'un désaccord par un interne. C'est un élément positif
d'autonomisation et d'acquisition d'une éthique pour affirmer son point de vue, qui est souvent légitime, et en tout cas discuter son point de vue. Il faut essayer, si possible, de travailler cette notion, notamment pour les enseignants, et notre position en tant que modèle de rôle pour les étudiants qui nous voient vivre, qu'il y a des situations spécifiques, notamment les aspects en fin de vie et les aspects économiques, et puis que la définition des rôles de l'interne aux urgences, et notamment dans nos cabinets, est une source à développer. L'apprentissage de la médecine a pour but de permettre aux étudiants d'apprendre comment gérer des normes et des valeurs qui peuvent être incompatibles ou potentiellement incompatibles en un ensemble cohérent et fonctionnel. C'est l'un des éléments du Hidden Curriculum, ce curriculum caché sur lequel je vous appelle à travailler avec nous, et je vous remercie de votre attention. Il me semble que ce travail fait appel à la mémoire. Or, une mémoire de conflit est stockée dans l'amygdale et une mémoire de désaccord est stockée dans l'hippocampe. Et la rémanence n'est pas la même. Merci pour cet éclairage neurobiologique, c'est classe, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien entre l'hippocampe et l'autre là, je ne sais plus, donc c'est intéressant. L'amygdale. Voilà, et l'amygdale. Je te recommande de lire le prochain numéro d'Exercer, tu comprendras tout. Ok, je te remercie. Alors, voilà. je profite de l'occasion, puisque la notion de mémoire est effectivement importante, ce qui veut dire que gérer un conflit, c'est mieux de le gérer in vivo quand même. C'est sûr que là, c'est un travail de recherche, mais le propos de ce travail, c'est de dire, quand il y a un désaccord, c'est un sujet de discussion avec l'interne, et vraiment, il faut non seulement pas laisser passer ça, mais profiter de cette opportunité pour discuter avec l'interne. C'est enrichissant pour l'interne et aussi pour nous. Bonjour Eric, Max. Max. Oui, on a l'habitude de travailler parce qu'on est en face. Tu n'es pas d'accord. Je voulais te poser une question. Les conflits, tu les as eus plus à l'hôpital ou dans les cabinets de médecine générale? Tu ne l'as pas précisé. Si, c'est précisé. Dans les 37 désaccords qu'on avait, il y en a forcément plus à l'hôpital puisqu'ils passent plus de temps à l'hôpital. Mais on en a quelques-uns en cabinet ambulatoire. Et c'est vrai qu'entre la fin de vie, qui est un désaccord éthique presque, qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont finir leur vie, et le fait que le médecin généraliste a une attitude de complaisance pour un petit peu, entre guillemets, préserver sa clientèle, ça n'a pas le même poids. Mais je pense qu'effectivement, il y a des désaccords dans les différents niveaux. Par rapport à la mémoire, puisqu'on en parle, je profite de l'occasion qui m'est donnée, puisque cette plénière présente des travaux qui ont osé s'affronter à l'international et à l'anglais, pour dire que nous organisons en avril prochain à Paris le congrès de l'European Association for Physician Health. Donc je vous recommande de présenter des abstracts, et il s'agit de travailler de toutes ces choses qui font la vie du médecin en formation ou en activité, notamment les choses difficiles dont nous devons vivre avec elles et dont nous devons nous enrichir, si possible, plutôt que d'en souffrir. Merci pour cette annonce. Dernière intervention. Bonjour, Anne-Laure Martin-Hetzold de Paris-Créteil. J'avais une petite question sur qu'est-ce que vous appelez les conflits d'identité? Est-ce que je suis quelqu'un de respectable en tant que médecin? Qui c'est qui commande ici? Comment on fonctionne par rapport à la hiérarchie? Alors, juste un mot sur le Hidden Curriculum. Au fond, le Hidden Curriculum, c'est les choses dont on ne parle pas qui sont importantes. C'est quoi les registres? C'est l'émotion. En médecine, il n'y a pas d'émotion. Ou alors, on doit faire comme si on n'avait pas. C'est vrai qu'il faut faire comme si on n'avait pas, en se rappelant qu'il y en a quand même. Deuxième registre du Hidden Curriculum, c'est l'erreur, le dysfonctionnement. On est parfait, on ne se trompe jamais, on n'est pas fragile, on n'hésite pas. Or, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas, il faut faire avec ça. Troisième registre, qui touche le travail présenté ici, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord, quand il y a un conflit, quand on ne sait pas si on est légitime à trouver sa place dans une collectivité médicale avec lesquelles on ne partage pas forcément les valeurs. Donc c'est ça ce qu'on appelle un conflit d'identité. Qu'est-ce qu'être médecin? Qu'est-ce qu'être un médecin digne de ce nom, respectable et compatible avec mes propres valeurs? Vous connaissez tous l'EBM, Evidence Based Medicine. On travaille aussi sur la VBM, Values Based Medicine. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un conflit de valeurs entre moi et mon patient, ou deux conflits entre moi et moi, ou moi et mon senior? Merci beaucoup, Eric. Merci.